Je vais partager avec vous un échange téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, et le secrétaire d'État américain, Marco Rubio. L'appel portait sur une proposition de cessez-le-feu dans le conflit opposant la Russie et l'Ukraine. Et ce, avec la délégation ukrainienne à Jeddah. Reprise immédiate de l'aide militaire américaine à l'Ukraine et une proposition de cessez-le-feu sur la table. La rencontre hier à Jeddah entre représentants ukrainiens et américains a été riche en décisions. Les États-Unis qui doivent désormais convaincre la Russie d'accepter cette trêve de 30 jours, a affirmé Volodymyr Zelensky. La balle est donc maintenant dans le camp de Moscou. Correspondance en Arabie Saoudite de Joseph Clément. 30 jours de cessez-le-feu immédiat, les Ukrainiens ont accepté la proposition américaine. En échange, les USA reprennent la coopération et l'assistance avec les militaires ukrainiens. Sous les ordres d'un palais saoudien de Jeddah, le conseiller à la sécurité nationale Michael Waltz affiche sa satisfaction. Le président Trump s'est montré clair, et notamment auprès de nous, les combats doivent prendre fin. Les Ukrainiens ont donné leur accord et ont montré qu'ils étaient prêts pour faire la paix. Maintenant, nous devons amener cette proposition aux Russes et attendre leur réponse. Car oui, il va falloir demander à la Russie si les termes du cessez-le-feu lui conviennent. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, veut croire à une ouverture du côté du Kremlin. Le meilleur geste de bonne volonté que pourraient faire les Russes est de dire oui. Oui à la proposition ukrainienne de cesser le feu, d'arrêter les tirs, d'arrêter les combats et de venir à la table des négociations. S'ils le font, c'est le meilleur geste de bonne volonté que nous pourrions avoir. La présentation du cessez-le-feu sera faite aux Russes dans les prochains jours, assure-t-on du côté de la délégation américaine. Avec cet accord, les Ukrainiens renouent donc avec les Américains. Ils doivent encore se retrouver pour discuter du traité pour l'exploitation commune du sous-sol ukrainien. Alors, Marco Rubio, voici, ça commence, je ne vais pas lire ce qu'ils ont dit exactement. Là, c'est je vais le prendre, passer le mois, bonjour monsieur le ministre. Non, je ne vais pas dire mot pour mot ce qu'ils se sont dit, mais globalement, vous brossez l'ensemble de la conversation. Marco Rubio commence donc par exposer la proposition suivante, c'est-à-dire un cessez-le-feu d'un mois sur l'ensemble du front. Donc, partout là où il y a la guerre, c'est un cessez-le-feu. L'arrêt des livraisons militaires à l'Ukraine pendant cette période, la restauration des systèmes électroniques de ciblage et de reconnaissance satellite de l'armée ukrainienne, ainsi qu'au bout d'un mois, un début de négociation de paix. Lavrov a réagi immédiatement à la proposition de Marco Rubio en pointant l'incohérence de cette offre. Il interprète cette trêve comme une opportunité pour l'Ukraine de se réarmer et de se réorganiser avec l'aide des États-Unis avant de relancer le conflit dans de bien meilleures conditions. Parce qu'on ne va pas oublier que ce sont les États-Unis qui démarrent cette guerre de proxy de l'OTAN contre la Russie à travers l'Ukraine. Donc on ne va pas faire aujourd'hui comme si l'État profond américain avait changé et que ses objectifs ont profondément changé. C'est juste l'actuel dirigeant des États-Unis qui est en phase de paix parce qu'il a d'autres fronts, d'autres guerres à mener. C'est tout. Bref, on revient sur leur conversation. Lavrov souligne également que cette proposition ne contient aucun engagement clair de la part des États-Unis ou de l'Ukraine concernant les futures négociations. Parce qu'ils disent là un cessez-le-feu d'un mois, mais en aucun moment ils disent qu'après les 1 mois, il y a une garantie qu'effectivement que l'Ukraine va s'asseoir sur la table des négociations pour pouvoir discuter un quelconque accord de paix. Il n'y a absolument aucune garantie de cela. C'est donc normal que Lavrov le souligne. Avec une certaine ironie, Lavrov termine son propos en posant une question rhétorique. Il demande ceci: ne seriez-vous pas en train de vous moquer de moi? Façon de dire que c'est quoi cette offre-là où j'ai l'impression de perdre à tous les niveaux. Rubio, après ça, tente alors de défendre la position en insistant sur leur bonne foi. Selon lui, l'objectif est véritablement la paix et non une simple pause stratégique pour renforcer l'Ukraine. On peut par exemple lire à ce niveau: ah oui, mais non, pas du tout. C'est bien une proposition de paix que nous formulons. Il ne s'agit pas dans notre esprit de permettre à l'Ukraine de récupérer pour éventuellement reprendre les hostilités. J'ai l'impression que vous n'avez pas confiance. En tout cas, désormais, dans le processus de paix que nous avons initié, la balle est dans votre camp. Lavrov révèle alors l'ironie de cette expression, la balle est dans votre camp, rappelant que la Russie possède bien plus de balles dans son arsenal militaire. Donc, ils n'ont pas besoin de balles. Lavrov développe ensuite une argumentation historique pour expliquer pourquoi est-ce que la Russie refuse de faire confiance. Et a raison. Lavrov fait comprendre que la guerre ne date pas de 2022, mais de 2014, avec le renversement du gouvernement ukrainien soutenu par les États-Unis. Il rappelle que les précédents accords de paix, c'est-à-dire Minsk I et Minsk II, avaient été signés, mais immédiatement violés par l'Ukraine, avec la complicité des dirigeants occidentaux.
Emmanuel Macron était à Moscou quelques semaines seulement avant le début de l'opération militaire spéciale. Lors d'une conférence de presse, et puis lors de cet appel téléphonique avec le président Vladimir Poutine, cet appel téléphonique tristement célèbre que lui, le président français, a divulgué, il a déclaré « Vladimir, tu ne peux pas insister pour qu'un gouvernement légitime discute avec les séparatistes ». Et le président Poutine a rétorqué en disant que ce gouvernement légitime était parvenu au pouvoir par un coup d'État. Qu'il nous soit reconnaissant à nous tous d'essayer de légitimer toute cette situation et tout ce pays, mais il ne faut pas oublier que les accords de Minsk prévoyaient clairement un dialogue direct avec ceux qu'ils appellent les séparatistes. La façon dont les Français et les Allemands se sont comportés est vraiment honteuse. Finalement, ceux qui ont signé au nom de l'Ukraine, de l'Allemagne et de la France, à savoir Petro Poroshenko, Angela Merkel et François Hollande, une fois à la retraite, ont déclaré dans des interviews « Nous n'avons jamais eu l'intention de mettre cela en œuvre, nous avions juste besoin de gagner du temps pour fournir plus d'armes en Ukraine. » Et bien sûr, l'OTAN a joué un rôle clé. En 2022, il y a eu l'échec des négociations. La Russie avait déjà fait des concessions en retirant ses troupes autour de Kiev pour permettre la signature d'un traité de paix. Mais cet accord a été saboté une fois de plus par les États-Unis et un négociateur ukrainien avait même été exécuté pour avoir tenté de conclure la paix. Voilà jusqu'où c'est allé. Enfin, Lavrov affirme que la situation actuelle sur le front militaire est en faveur de la Russie et que la proposition américaine n'est qu'une tentative désespérée d'arrêter son avancée. Pour clore la conversation, Lavrov cite un proverbe célèbre et c'est même le proverbe qui était le titre de cet article. « Tu m'as trompé une fois, honte à toi. Tu m'as trompé 2 fois, honte à moi. » Il suggère que la Russie a déjà été dupée à plusieurs reprises par les Occidentaux, notamment avec l'expansion de l'OTAN, et qu'elle refuse de tomber à nouveau dans le piège d'une fausse négociation de paix. Sa conclusion est sans appel. La Russie ne va plus céder et entend restaurer son honneur après de trop nombreuses tromperies qu'elle a subies. Ce dialogue met en scène, comme vous pouvez le voir, une opposition frontale entre les États-Unis et la Russie sur la question ukrainienne. Lavrov y adopte une posture de défiance, rejetant toute possibilité de négociation avec l'Occident s'il n'y a pas de garantie de respect de ces accords-là. Et c'est clair, il accuse les Occidentaux de manipulation et de trahison répétée. Dans la même lancée, on a vu le rétablissement, bien que léger, du dialogue entre la Russie et l'OSCE. C'est l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Et donc, ils ont commencé avec une ouverture fragile des discussions. Sergei Lavrov débute en soulignant un fait marquant. La Russie et l'OSCE n'ont pas échangé directement depuis 3 ans. Ce silence diplomatique illustre à quel point les relations entre Moscou et cette organisation ont été tendues ces dernières années. Cependant, il y a un élément qui a facilité la reprise du dialogue. C'est la nomination de Fernando Sinirlioglu. Ce nom, je vais le prononcer une fois. Les prochaines fois, je vais juste dire Sinir et vous saurez de qui il s'agit. Donc, Sinirlioglu. Bravo. Bref. Donc, c'est la nomination de ce Sinir-là comme secrétaire général de l'OSCE. Ce diplomate turc est un vieil ami de Lavrov et son arrivée à la tête de l'organisation a permis d'envisager une reprise des discussions. Lavrov précise toutefois que si cette rencontre marque un pas en avant, un réel changement de mentalité sera quand même nécessaire de la part des pays occidentaux pour que l'OSCE puisse redevenir un espace de travail constructif. Les dirigeants de l'OSCE ont ces dernières années cherché divers prétextes pour éviter tout déplacement à Moscou. La dernière visite d'un secrétaire général remonte en juin 2021 avec l'Allemand Helmut Schmidt. Puis, en février 2022, le ministre polonais des Affaires étrangères, Zbigniew Rau, alors président en exercice de l'OSCE, s'était rendu en Russie. Mais après cela, plus aucun contact n'avait eu lieu à ce niveau. C'est pourquoi Lavrov considère la visite de Sinir comme un signal positif. Il estime qu'un dialogue régulier entre Moscou et l'OSCE est essentiel pour le bon fonctionnement de l'organisation. Toutefois, il fait comprendre que le nouveau secrétaire général hérite d'une situation extrêmement compliquée. Depuis plusieurs années, les pays de l'Occident ont saboté les mécanismes de consensus de l'OSCE, transformant l'organisation en un simple relais des intérêts ukrainiens et des intérêts de l'OTAN. Lavrov rappelle qu'à l'origine, l'OSCE a été conçu comme une plateforme unique de dialogue entre l'Est et l'Ouest, notamment pendant la guerre froide, et que même lors des crises majeures, comme le bombardement de la Yougoslavie par l'OTAN en 1999, les discussions diplomatiques ne s'étaient jamais totalement interrompues. Or, les Occidentaux ont progressivement détourné l'OSCE de sa mission première.
En brisant le principe de consensus, il aurait fait de cette organisation un instrument de pression contre la Russie, la privant de son rôle originel. Cette dérive a conduit l'OSCE à une profonde crise institutionnelle. Ça ne vous rappelle pas exactement la manière dont ils instrumentalisent toutes les organisations, je voulais dire les organisations africaines, mais en fait, c'est toutes les organisations dans lesquelles ces gars sont. Ils finissent par instrumentaliser cela. Absolument toutes. Voilà la CEDEAO qu'ils ont instrumentalisée. À la base, ça a été créé pour faire des choses correctement. Ensuite, ils sont arrivés, mais non, on doit être à l'intérieur. Et puis, paf, ça a commencé à être instrumentalisé. Je dis la même chose. Ça, en tout cas, Lavrov voit dans la visite de son pote Sinir une opportunité de renouer avec les principes fondateurs de l'organisation. Il insiste sur l'importance de restaurer un dialogue équilibré et de remettre en avant le concept de sécurité indivisible, un principe clé adopté lors du sommet de l'OSCE de 1999 et 2010. Clairement, il accuse les Occidentaux d'utiliser l'OSCE pour soutenir l'Ukraine et justifier l'aide militaire qui lui est apportée. Il leur reproche de fermer les yeux sur les violations des droits des minorités en Ukraine, en particulier celles des Russes, des Hongrois, des Bulgares et des Polonais. Sur la question du conflit ukrainien, il rappelle que Vladimir Poutine, mais uniquement sur la base des principes qui garantissent une résolution durable de la crise. Poutine a lui-même discuté avec Donald Trump en février 2024 et les contacts ont continué entre les diplomates russes et américains. Lavrov se dit prêt à discuter avec toutes les parties sincèrement engagées dans une résolution du conflit. Mais il insiste sur le fait que la Russie ne peut pas accepter une solution qui ne prendrait pas en compte ses exigences fondamentales. Nous serions ouverts à n'importe quel format basé sur le respect mutuel, sur l'égalité, sans solution imposée. Mais cela n'exclut pas l'importance du dialogue russo-américain sur la stabilité stratégique et l'intérêt de reprendre de telles discussions a été exprimé à plusieurs reprises par Donald Trump et son administration. Il revient ensuite sur les 3 grands axes de travail de l'OSCE. Premier axe, le domaine militaro-politique. Deuxième axe, le domaine économique et environnemental. Troisième axe, le domaine humanitaire et des droits de l'homme. Il déplore que ces domaines soient aujourd'hui largement paralysés par les enjeux politiques et espère que l'expérience du secrétaire général Sinir pourra aider à dépolitiser l'OSCE et à la ramener à ses missions d'origine. Enfin, Lavrov évoque un sujet sensible, la sécurité des journalistes russes en Ukraine. Il a vivement critiqué l'UNESCO et l'OSCE, leur reprochant d'ignorer les crimes commis contre les journalistes russes. Il affirme que ces organisations ont adopté un double standard, ne reconnaissant que les victimes du côté ukrainien. Pour rectifier cela, la Russie a officiellement remis au secrétaire général de l'OSCE une liste de journalistes russes tués depuis 2022. Lavrov insiste sur le fait que Moscou va continuer à exiger la reconnaissance de ces crimes et à défendre la mémoire de ces journalistes. Par la suite, il y a eu des questions qui lui ont été posées. Donc, la suite de l'échange, c'était Sergei Lavrov qui répondait. Il a exprimé ses opinions sur plusieurs sujets clés. La guerre en Ukraine, la sécurité en Eurasie et la situation en Syrie. Son discours est marqué par une forte critique de l'Occident, comme depuis le début, qu'il accuse de politiser donc les questions techniques et d'adopter une posture hostile à l'égard de la Russie. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, en abrégé OSCE, traverse une crise financière à raison de l'absence d'un budget adopté en 2022. Lavrov rejette la faute sur les pays occidentaux, les dirigeants occidentaux qui ont inséré des considérations politiques dans un document qui devrait être purement technique. Il affirme que la Russie a accepté des chiffres budgétaires, mais refuse que des éléments politiques soient imposés au texte. En d'autres termes, Moscou est d'accord sur le financement, mais pas sur les conditions qui accompagnent le financement. Lavrov dénonce également les déséquilibres au sein de l'OSCE qui favorisent les pays occidentaux et qui manquent de transparence. Il cite en particulier le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme qu'il accuse d'être dominé par les ressortissants de l'OTAN et de l'Union européenne et d'avoir un traitement partial. On rappelle que l'OSCE était actif en Ukraine entre 2014 et 2022 via une mission d'observation. Cependant, cette mission n'était pas partiale et elle était manipulée. Elle a minimisé les pertes civiles dans les régions séparatistes pro-russes du Donbass. Les destructions étaient 5 fois plus importantes du côté de Donetsk et de Luhansk que du côté ukrainien. Donc, les observateurs ont menti dans leur rapport. Des informations secrètes ont été transmises à l'armée ukrainienne en violation du principe de neutralité. De ce fait, normal que la Russie se méfie du rôle futur de l'OSCE dans la gestion du conflit.
Lavrov critique aussi les discussions autour de l'envoi des forces de maintien de la paix en Ukraine, suggérant qu'il ne s'agit que d'un prétexte pour protéger le gouvernement ukrainien qu'il qualifie de régime nazi. Il élargit son propos sur les questions de sécurité du continent, parce que selon lui, il n'existe pas d'organisation de sécurité pan-eurasienne, comparable à l'Union africaine ou encore à la CELAC en Amérique latine. L'OSCE pourrait jouer ce rôle, mais il considère que c'est beaucoup trop influencé par l'OTAN et l'Union européenne pour être une alternative viable. Ne t'inquiète pas, même l'Union africaine n'est pas du tout une alternative pertinente. C'est beaucoup trop contrôlé par l'OTAN et l'Union européenne, quoi. Les mêmes gens en gros. Chaque continent, que ce soit l'Afrique ou l'Amérique latine, est intégré dans des organisations continentales, l'Union africaine, la CELAC en Amérique latine et dans les Caraïbes. Seule l'Eurasie, le continent le plus grand, le plus prospère, le plus développé et le plus riche, n'a pas d'organisation à l'échelle du continent. Toutes les tentatives de la Russie pour faire partie d'un processus de coopération en matière de sécurité s'organisaient autour de projets euro-atlantiques. L'OSCE, l'OTAN-Russie. L'UE est très vite devenue euro-atlantique. Ça n'a pas fonctionné. Donc aujourd'hui, nous essayons de discuter, sans rien imposer à personne, d'une vision de l'architecture continentale eurasiatique, sans préjuger de sa forme. Il s'agit pour l'instant de s'asseoir et de discuter sur la base de l'ouverture de cette architecture hypothétique et éventuelle à tous les pays du continent. Qu'ils conservent l'OTAN, s'ils le souhaitent, qu'ils conservent l'OSCE, mais il existe en parallèle l'Union économique eurasiatique, l'Organisation du traité de sécurité collective, la Communauté des États indépendants, l'ASEAN. Il existe l'Association sud-asiatique pour la coopération régionale. Elle n'est pas très active, mais tout de même. Le Conseil de coopération du Golfe, qui regroupe les monarchies arabes, est en train de normaliser ses relations avec l'Iran et nous l'y encourageons. Il a également critiqué la politique américaine qui se détourne de l'Europe pour se concentrer sur la région Indo-Pacifique. Il voit dans cette évolution une volonté de Washington de dominer non seulement l'Europe, mais aussi l'Asie, en faisant la promotion des alliances militaires comme l'AUKUS, c'est-à-dire États-Unis, Royaume-Uni, Australie, et des exercices militaires impliquant le Japon et la Corée du Sud. Encore une chose concernant l'OTAN. Auparavant, elle était fière d'être une alliance défensive. Sa seule préoccupation était de protéger les territoires de ses États membres. Lors du sommet de Madrid 2022, le secrétaire général de l'époque, Jens Stoltenberg, a annoncé que l'OTAN devait être plus active dans la région Indo-Pacifique. En réponse à la question d'un journaliste sur la position de l'Alliance, qui se limitait à défendre les territoires des États membres, Stoltenberg a réaffirmé cette position, mais en ajoutant que les menaces provenaient désormais de la mer de Chine méridionale, du détroit de Taïwan, etc. L'OTAN a commencé d'y former des blocs non inclusifs. 3 CAS, Quads, AUKUS. L'organisation a encouragé ce quartet Indo-Pacifique, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, et a développé son partenariat avec le Japon et la Corée du Sud. Les exercices conjoints avec la Corée du Sud envisagent et utilisent déjà des éléments d'armes nucléaires. L'Alliance envisagerait d'ouvrir un bureau de l'OTAN à Tokyo ou sur une autre île japonaise. Elle tente de faire sortir certains pays de l'ASEAN et de les faire entrer dans ces clubs fermés à adhésion restreinte. Cette stratégie va carrément à l'encontre du principe de sécurité collective de l'OSCE et accroît les tensions internationales. En somme, il fait comprendre que l'OSCE est une organisation obsolète et inutile tant que l'OTAN et l'Union européenne existent. Parce que cette dernière impose une politique anti-russe, ce qui empêche toute négociation et toute alternative sécuritaire en Eurasie. Et durant toute sa prise de parole, il était très posé, très calme. Vraiment, c'était apprécié. On termine la vidéo avec la question. Quel pays joue un rôle clé dans les négociations entre la Russie et l'Ukraine depuis 2022? A. La Turquie. B. L'Allemagne. C. L'Arabie Saoudite. D. La Corée du Sud.